Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de ma télé pour un duplex un petit peu particulier, une interview XXL un petit peu particulière avec le ministre du Budget et vice-premier ministre, David Claraval. Bonjour Monsieur Claraval. Bonjour. Monsieur Claraval, nous avons annoncé ce live hier sur la page Facebook de ma télé. Merci d'être en direct avec nous à quelques minutes d'un conseil ministre. Il y a eu beaucoup de questions qui vous ont été adressées déjà hier par les internautes, par les fans de la page de ma télé. Une première question qui revient très souvent et qui a fait l'actualité il y a quelques jours. Combien de temps va durer le confinement? Et en fait, la réponse à cette question ne dépend pas vraiment du gouvernement. Ce sont les scientifiques qui siègent dans le Assessment Group. Donc, c'est un groupe d'évaluation. Ce sont principalement des virologues qui évaluent un peu l'évolution de la courbe des malades, la courbe des morts, et qui, en fonction de l'évolution, nous préconisent des mesures à prendre et des délais à tenir. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on est en confinement jusqu'au 5 avril et nous avons donc une réunion du Centre national de sécurité, Conseil national de sécurité vendredi, et nous aurons le rapport des scientifiques pour ce vendredi. Et donc c'est vendredi que nous allons évaluer les mesures. Donc on pourrait soit maintenir les mesures comme elles sont actuellement, soit augmenter certaines mesures, parce qu'il y a certains égards, on voit que certaines personnes ne respectent pas nécessairement bien les règles, ou alors diminuer les mesures, parce qu'on voit que depuis 3 jours maintenant, les nouvelles sont bonnes. Certes, il ne faut pas se réjouir trop vite, mais on voit que les mesures prises portent leurs fruits. Donc c'est vendredi que l'on pourra dire officiellement si l'on prolonge ou pas ces mesures. Moi, je suis d'un naturel optimiste et j'ai envie de dire que il est trop tôt pour vous dire que l'on va prolonger. En tout cas, avant le 5 avril, il n'y aura pas de changement, ça c'est certain. Et j'espère qu'on pourra commencer à diminuer la pression à partir du 5. Mais ça, c'est un espoir que j'ai. Ce n'est pas du tout une information qui vient des virologues. Peut-être que les virologues ne voudront pas que l'on bouge. J'espère en tout cas que cela va se terminer le plus rapidement possible. Ça, croyez-le bien. Vous êtes en live avec David Claraval. David Claraval, vous avez dû recadrer votre collègue ministre de la Santé à ce niveau-là, qui, dans de zone DAG, avait annoncé ce week-end que ça durait au minimum 8 semaines. Il y a un petit peu de cacophonie à ce niveau-là. La ministre de Bloc a dit dans le zone DAC que la présence du virus de manière importante allait être de 8 semaines. Le belga néerlandophone qui est paru suite à cet article a clairement dit que c'était la présence du virus. Par contre, le belga francophone a dit que Hmm. c'était le confinement qui allait durer 8 semaines. Donc ici, Madame la ministre de Bloc, les propos de Madame de Bloc n'ont pas été traduits de la même manière au nord comme au sud. Madame de D'accord. Bloc a confirmé ensuite que c'était la bonne interprétation, c'était la néerlandophone, et que l'interprétation francophone était prématurée. J'ai d'ailleurs, en effet, dit clairement sur les plateaux qu'il n'y avait encore aucune indication qui nous permettait de penser qu'on allait poursuivre le confinement jusqu'à 8 semaines. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les scientifiques qui nous diront quoi lors de notre réunion de vendredi, et le CNS décidera. Peut-être qu'on ne décidera pas encore nécessairement vendredi, mais a priori, pour le moment, les mesures que l'on prend sont efficaces, et donc il faut être certain que les réduire ne mènera pas à un effet rebond avec une remontée des contaminations. Donc, on attend vendredi avant de se prononcer, et en effet, Maggie de Bloch, sur ce coup-là, c'est plutôt l'agence belga qui aurait mal traduit ses propos dans la version francophone. Ça, c'est assez spectaculaire à entendre, évidemment, surtout dans ces temps compliqués. Alors, ce matin, j'ai entendu le gouverneur de la Banque nationale sur LN24 qui disait que le déficit public cette année pourrait atteindre les 5% du PIB en 2020. Est-ce qu'on va devoir s'attendre à des mesures drastiques? Vous êtes ministre pardon, du budget, je le rappelle, pour rattraper le coût des dépenses publiques. Je vais vous donner un scoop, Monsieur Legrain. Sa Majesté royale m'a téléphoné hier à 14 heures pour avoir aussi ce genre d'informations. Et donc, ce que j'ai dit hier, on ne peut pas trahir le secret de conversation avec le roi, mais ce que je vais vous dire est de nature publique. En effet, d'après nos estimations,
si elle s'avère exacte, on risque d'atteindre entre 4 et 6% de déficit cette année-ci. Rappelez-vous, on était à 1,85, donc encore en 2019. Et là, on passerait largement au-delà des 3% autorisés par l'Europe, ce qui, en période normale, serait vraiment un gros problème, puisque nous devrions à ce moment-là prendre des mesures draconiennes préconisées par l'Europe. Cependant, l'Europe a annoncé récemment qu'elle allait faire preuve de souplesse dans l'analyse des chiffres de déficit et, dès lors, nous demande d'avoir une comptabilité très claire des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan socio-économique. Et ces dépenses-là ne seront pas prises en compte dans le déficit. Donc, c'est là qu'on doit bien comprendre la différence entre un déficit nominal et un déficit structurel. Un déficit nominal, ce sera en effet probablement entre 4 et 6%, mais le déficit structurel ne tiendra pas compte des mesures coronavirus. Et c'est ce déficit-là qui est structurel, donc qui est engendré par les dépenses classiques de l'État, qui sera comptabilisé par l'Europe pour voir si nous respectons les règles. Et ce déficit, il devrait être structurel, alors il devrait rester, parce que même avant la crise du coronavirus, les pronostics pour la Belgique n'étaient pas hyper favorables par rapport à ce déficit structurel. Oui, mais le déficit structurel ne passait pas les 3% cette année-ci, même dans les Non, non, oui. prévisions les plus optimistes. Là, on explose le 3%, puisqu'on atteindrait Hum, 5, peut-être hum, 6. hum. Mais sur le plan structurel, on n'en est pas là. Et il est possible que l'on puisse quand même passer le cap. Mais c'est encore un peu prématuré de le dire, parce qu'en effet, il n'est pas toujours simple de faire la différence entre les dépenses structurelles et les dépenses nominales. Exemple, les dépenses en chômage, c'est certain que nous avons plus d'un million de travailleurs qui sont aujourd'hui au chômage, mais ce sont des travailleurs qui vont reprendre le travail tôt ou tard. Et dès lors, les dépenses seront comptabilisées sur cette période-ci, et on pourra dire qu'une partie des dépenses de chômage seront nominales et l'autre partie structurelle. C'est tout ce travail-là qu'on va devoir faire dans les jours et les semaines à venir pour pouvoir tenter d'avoir un déficit structurel qui sera moins important que les 3%. Il n'en demeure pas moins qu'il serait important que l'on puisse, au niveau du gouvernement, avoir quand même les, euh, les capacités de pouvoir prendre des décisions, parce que vous savez que jusqu'à présent, ce n'est que depuis la semaine dernière que nous avons maintenant un gouvernement de plein exercice, mais jusqu'à présent, nous étions en affaires courantes et nous ne pouvions que constater le déficit Hum. s'accroître. Donc j'espère qu'on va pouvoir prendre de nouvelles mesures assez rapidement une fois le coronavirus passé. Vous êtes en live avec le vice-premier ministre et ministre du Budget, David Clarinval. C'est le moment de poser des questions à ce haut responsable politique si vous le souhaitez. Vous êtes sur la page Facebook de ma télé. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Une question de Rudy Lambert. Bonjour. Dans de nombreuses fermes d'élevage, l'heure des remboursements d'emprunts est là, alors que le commerce de bétail est quasi à l'arrêt et qu'il n'y a quasi aucune liquidité à dégager. On parle d'aménagement du secteur bancaire pour les crédits hypothécaires, mais qu'en est-il pour le reste des emprunts? Est-ce que vous avez une réponse à cela, Monsieur Clarinval? Oui, donc ça, c'est une des mesures de la deuxième vague de mesures que nous avons prises récemment. Nous avons obtenu un accord avec les banques pour que ces dernières puissent agir à deux niveaux. D'une part, intervenir directement quand il y a des problèmes dans les entreprises qui seraient potentiellement en faillite. On voit que certaines compagnies aériennes sont en difficulté. Il y a des montants importants à mettre en place pour pouvoir les aider, mais aussi pour toutes les entreprises plus classiques de notre économie. Et là, il y a des mesures sur le plan des emprunts hypothécaires qui ont été pris très clairement. On a aussi demandé aux banques de pouvoir être souples dans les autres crédits qui sont faits aux entreprises. Et donc, on espère qu'elles joueront le jeu, puisque l'on leur donne des garanties pour qu'elles puissent donner des crédits ponts, appelons ça comme ça, des Mhm. crédits qui permettent aux entreprises de faire un pont jusqu'à la période post-coronavirus. Et là, ça dépend bien sûr de la bonne volonté des banques, même si on peut dire qu'on a quand même mis sur la table près de 50 milliards de garanties. Donc, ce n'est pas de l'argent, ce sont des garanties pour Bien sûr. permettre aux banques de prêter des crédits ponts avec des intérêts qui sont bien balisés.
Donc, je peux dire à ce monsieur qu'il contacte sa banque. S'il l'avait fait la semaine dernière, qu'il recommence cette semaine-ci, puisque l'accord a été signé dimanche, et on est seulement mercredi, et donc il faut du temps pour que les banques mettent ça en œuvre, mais il faut qu'il recontacte la banque pour pouvoir obtenir un crédit pont si c'est nécessaire. Certaines entreprises n'en ont pas besoin, mais d'autres auront besoin de ça. Vous êtes en live avec David Clarinval. Merci, Monsieur Clarinval. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, de nous accorder ce temps et d'accorder ce temps à nos internautes pour répondre à leurs questions. Une question de Roxane Berkmans. Bonjour, j'entends que les coiffeuses auront sans doute droit à la prime de 5 000 euros. Pour les grands salons en ville avec forte location, je comprends, mais les coiffeuses qui ont un salon chez elles, qu'est-ce qui les différencie de moi, logopède, qui n'aurait que le droit passerelle? Les mesures ne sont pas cohérentes. Merci de votre réponse. Bon, les coiffeuses, il y a eu beaucoup de changements dans les coiffeuses parce que, il faut quand même bien le dire, les demandes des coiffeurs ont été parfois divergentes. Au départ, on a voulu interdire les coiffeurs. Le lobby des coiffeurs a demandé qu'on le maintienne ouverte. On les a maintenues ouvertes. Puis le lobby des coiffeurs a demandé qu'on les ferme. Donc, on les a fermées. Donc, il faut quand même reconnaître qu'on essaye aussi de tenir compte de la vie des personnes concernées. Et ici, les tergiversations autour des coiffeurs sont un peu à mettre en lien aussi avec leurs souhaits qui n'étaient pas toujours clairs. Bon, la prime de 5 000 euros, c'est une prime régionale. Je ne connais pas les modalités pratiques de cette prime. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une différence entre les coiffeurs et les logopèdes, mais il faudrait demander au ministre Borsu notamment de pouvoir éclaircir les choses. Je suis désolé de ne pas pouvoir donner une réponse précise, mais ici, ce sont des mesures qui sont régionales. Cependant, je n'ai pas l'impression qu'on distingue les coiffeurs des autres, puisqu'il me semble que la région a dit qu'elle donnait ces montants 5 000 euros pour les entreprises qui sont obligées de fermer et 2 500 euros pour les entreprises qui sont concernées par des fermetures partielles. Donc, j'imagine que si les logopèdes sont obligés de fermer, elles auront droit à leur prime. Mais pour en être certain, allez même sur les sites d'information régionaux pour pouvoir en être certain. Alors, une question de Nicolas Renson, et peut-être que la question ne s'adresse de nouveau pas spécifiquement au niveau fédéral, mais vous savez, pour la plupart du grand public, et d'ailleurs même pour un journaliste, ce n'est pas toujours évident de distinguer Oui. ce qui relève de la compétence des uns et des autres. Nicolas Renson, bonjour. On évoque des reports de taxes, du chômage temporaire, des aides pour les entreprises. Qu'en sera-t-il pour les petites ASBL culturelles ou sportives qui ont dû annuler tous leurs événements? Le secteur associatif sera-t-il aidé? Au niveau du secteur associatif, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu des mesures spécifiques qui ont été prises pour eux. J'imagine en effet qu'ils peuvent mettre en tout cas leur personnel en chômage économique, ça comme tous les autres, hein, ça n'est pas une différence. Donc au niveau de leurs charges, il y a aussi la possibilité de demander aux banques de pouvoir avoir des reports. Et au niveau tout ce qui est cotisation sociale, là aussi, ils ont droit à des reports. Maintenant, est-ce qu'il y a des interventions spécifiques pour le monde culturel, pour les ASPL? Là aussi, ça dépendra de la communauté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et la région qui sont responsables de ce secteur. Et donc, au niveau fédéral, on n'a pas pris de mesures spécifiques, si ce n'est que moi, en tant que ministre de la politique scientifique, j'ai autorisé les 10 musées fédéraux, donc les Beaux-Arts, le musée de Tervuren, à pouvoir puiser dans leurs réserves pour passer le cap, puisqu'elles avaient des réserves qui étaient bloquées depuis de plusieurs années. Donc, ça leur donne une poire pour la soif. Mais par contre, pour les organismes socioculturels qui dépendent de la communauté française, c'est évidemment auprès de la communauté française qu'ils doivent s'adresser. Alors, j'entends que votre GSM sonne et je vais vous rassurer, monsieur le ministre, si vous recevez des notifications sur votre écran, elles n'apparaissent pas à l'heure de ce live. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si éventuellement vous vous posez la question, ne vous inquiétez pas. Alors, je regarde, j'essaie de trouver quelques questions pertinentes. Je vais vous en poser une, moi, directement en tant que journaliste. La Belgique fédérale, le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'il peut faire pour relancer, pour rassurer une continuité de l'économie et de l'emploi au moment où ça va redémarrer, si je puis dire? Quelles sont les mesures très concrètes que vous pouvez mettre en place pour éviter, un effondrement de certains secteurs? Je pense notamment
au secteur du tourisme, au secteur de la restauration, mais tous les secteurs sont désormais impactés. Disons qu'on a mis en place un ERMG Group, c'est-à-dire un groupe qui est piloté par la Banque nationale pour permettre justement la mise en place de mesures de relance. On n'en est pas encore là, puisque pour le moment, on est vraiment dans la lutte sanitaire. C'est ça la première priorité. On a mis en place des mesures socio-économiques pour permettre aux entreprises de passer le cap et on réfléchit pour les mesures de relance. En tout cas, je pense que le plus important, c'est de mettre en place des mesures financières qui permettent aux entreprises de passer le cap, parce que c'est ça qui permettra une relance, une reprise rapide, c'est que les entreprises ne soient pas impactées, les entreprises, les indépendants, mais aussi les travailleurs, ne soient pas impactés par la crise ou le moins possible pour pouvoir redémarrer le plus rapidement possible. Mais on peut aussi imaginer des instruments de relance après la crise, et c'est ce groupe-là qui est chargé de cette réflexion, notamment autour de Pierre Wunsch, régent de la Banque nationale. Alors, j'ai une question, mais à nouveau, je pense que vous n'êtes pas spécialement en tant que ministre fédéral le mieux placé pour y répondre. Qu'en est-il de nous en tant qu'étudiants, Corentin Grégoire? Quand aurons-nous des réponses à nos questions? J'ai réservé des vacances début de juillet. Je ne sais pas si je vais devoir aller à l'école. Je vais sans doute les annuler par sécurité. A priori, je dirais que l'annulation par sécurité des vacances en juillet me semble une mesure assez sage. Mais voilà, vous n'êtes pas, ni moi non plus, en mesure de répondre déjà à ça, à cette question-là, je suppose. Mais disons que moi, je ne suis pas nécessairement du même avec vous. Je pense qu'au mois de juillet, on peut quand même espérer que la crise sera derrière nous et que les choses auront repris leur cours normal. Donc, moi, j'espère, je ne sais pas où compter aller en vacances cet étudiant. Maintenant, si c'est dans un pays qui sera touché par le coronavirus à ce moment-là, c'est peut-être dangereux de s'y rendre, mais si ce sont dans des pays qui ont été, où la crise est finie, il n'y a peut-être pas de Je pense raison qu'il voulait peut-être parler de l'obligation de cours en juillet plus tard que d'habitude. J'ai entendu d'ailleurs hier soir sur la VRT le ministre flamand de l'enseignement qui évoquait la possibilité de cours à Pâques ou peut-être un petit peu plus tard en juillet. Et là, on constate de nouveau la difficulté d'un État fédéralisé comme le nôtre où toutes les décisions ne sont pas prises de manière unitaire. Mais sur le plan sanitaire et sur le plan socio-économique, Sophie Wilmès a veillé à ce que l'on prenne des mesures qui soient globalement les mêmes sur le plan de ce pays. Et ça a été salué d'ailleurs par tous. Maintenant, c'est vrai qu'il demeure, par exemple, l'enseignement est clairement communautarisé et on peut malheureusement craindre que les solutions du Nord ne soient pas les mêmes que celles du Sud. Et donc, ici, c'est prématuré de dire ce qui va se passer dans les différentes écoles. J'ai vu que les universités francophones avaient pensé en tout cas annuler les cours jusqu'à fin juin. Je crois que j'ai vu ça. Maintenant, il est trop tôt pour pouvoir répondre à cette question et c'est surtout à la communauté française de se positionner là-dessus. Alors, vous êtes en live avec David Clarinval, ministre du Budget, vice-premier ministre. Monsieur Clarinval, vous êtes en première ligne avec vos collègues du fédéral pour gérer cette crise au niveau fédéral. Vous avez dans quelques minutes une réunion de conseil des ministres. Vous êtes en première ligne pour voir ce que nous, en francophone, nous observons aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment deux approches entre la Flandre et les francophones. Il y a un gouvernement d'unité nationale, mais on peut constater, en regardant notamment les interviews de responsables politiques néerlandophones, qui n'ont pas toujours le même discours que celui des francophones. Est-ce que vous êtes aussi interpellé par cette différence de vision entre francophones et néerlandophones? Différence de vision, je parle bien dans l'opinion publique et les partis en général, pas au niveau du gouvernement fédéral, bien sûr. Mais en fait, je serais plus général que ça. Même sur le plan sanitaire, on voit bien que la France, d'une part, et la Hollande, d'autre part, ont des approches totalement divergentes. La France étant très stricte, et à juste titre, me semble-t-il. La Hollande ayant une volonté beaucoup plus darwinienne de laisser se répandre le virus et d'attendre que ça passe. Et nous sommes toujours un peu entre les deux. La Flandre ayant plutôt les yeux braqués sur les Pays-Bas et les francophones sur la France. Et donc, les mesures que nous prenons sont souvent soit, s'il y a un consensus, elles sont un peu un compromis entre les deux. S'il n'y a pas de consensus, on voit clairement que les Flamands ont plus tendance à suivre les Pays-Bas. Donc, cela engendre des politiques différentes.
Mais jusqu'à présent, on a su tenir la barque fermement et consensuellement la main pour toutes les entités de ce pays. Il y a évidemment des détails, des approches qui sont parfois différentes, mais pour le moment, ça tient bon, me semble-t-il. Merci, Monsieur Clarinval. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes de ma télé et merci d'avoir consacré du temps. Je sais que votre conseil des ministres va démarrer dans quelques secondes. Il a commencé. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci de votre disponibilité. Au revoir.